Bon, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux déjà à la Maison de l'Expatrié, qui est un super projet qui est mené par lepetitjournal.com. Nous, on est très fiers d'être partenaires du Petit Journal depuis une dizaine d'années. On travaille ensemble et on les accompagne sur certains événements ailleurs dans le monde. Donc moi, je suis basé à Paris. Je suis pas un expat, mais je vais vous parler aujourd'hui de l'investissement en France avec un focus sur les non-résidents et notamment les personnes qui vivent en Chine. Donc, qui suis-je pour vous parler d'investissement immobilier? Donc, moi, je suis diplômé en droit des affaires et en finance de la Sorbonne, donc ça date un petit peu, c'était en 2012. Depuis, j'ai lancé une entreprise avec un associé qui aide les gens à investir en France. On n'aide pas que les non-résidents. On a environ 20% de clients non-résidents, mais 80% de clients résidents fiscaux français, même si on voit une certaine tendance à quitter la France parmi nos clients, ou même à bouger d'un pays à l'autre parmi nos clients qui, par exemple, étaient basés à Londres et qui de plus en plus se recentrent sur d'autres destinations. Notre groupe, on l'a fondé en 2012, donc de zéro. On est environ 150 collaborateurs répartis sur le territoire national pour accompagner vos projets immobiliers. On a fait investir environ un demi-milliard d'euros dans l'immobilier locatif en France. Donc, on fait investir dans des studios, des appartements ou même des immeubles entiers, ce qu'on appelle des immeubles de rapport, ce qui représente 4000 projets livrés. Et on va vous montrer un petit peu dans quelle zone française. Donc, on est présent, bien sûr, à Paris, Île-de-France, sur la Côte d'Azur, qui apparaît ici avec Nice, Cannes, mais aussi dans beaucoup d'autres villes, en fonction des projets que les clients nous demandent. On est capable de vous accompagner dans différentes villes en France. Alors, on va parler maintenant de pourquoi investir dans l'immobilier, et puis on parlera de pourquoi investir dans l'immobilier en France. Le projet d'investir dans l'immobilier, souvent, c'est toujours les mêmes raisons qui guident les personnes, les investisseurs. C'est d'abord de construire un patrimoine qui va être à votre service, au service de votre vie, pour vous sécuriser, mais aussi, bien sûr, au service de votre famille. L'objectif étant de créer des revenus passifs qui ne sont pas directement tirés de votre travail. Si vous êtes expat, souvent, je fais des généralités, mais souvent les non-résidents gagnent mieux leur vie que les Français résidant en France, à poste égal en tout cas. Et on a cette problématique de se dire, si demain je quitte mon travail, si je veux changer de travail, avoir plus de liberté, comment je vais faire pour avoir des revenus qui ne sont pas liés à mon travail et qui vont me permettre de mieux appréhender d'autres phases peut-être de votre vie. Un des objectifs aussi, c'est de créer une retraite par capitalisation. L'objectif, c'est que, je ne connais pas les systèmes de retraite en toute franchise en Chine pour les non-résidents, mais on voit qu'en France, le système de retraite est de plus en plus mis sous tension. On a moins d'actifs qui contribuent pour plus de retraités. Et on sait que dans le futur, on va avoir des pensions de retraite qui vont être de plus en plus allégées. Je ne pense pas qu'elles disparaîtront, parce que ça créerait des problèmes sociaux autres. Mais en tout cas, elles s'allègent. On voit qu'elles ne sont plus réindexées sur l'inflation. Et on sait que si on veut conserver un niveau de vie intéressant dans le futur, il faut avoir d'autres moyens de revenus. Et donc, l'immobilier fait partie de ces différents moyens. Je vais vous faire une transition donc sur l'enrichissement avec l'immobilier. On va voir comment on s'enrichit avec l'immobilier. Un des points qui est important, c'est qu'en matière d'immobilier, on s'enrichit beaucoup grâce à l'effet de levier du crédit. J'en parle parce que j'ai souvent des gens qui me disent, en fait, Manuel, l'immobilier, c'est pas très rentable puisque tu encaisses un loyer, tu payes la banque, mais il ne te reste pas grand-chose après. J'ai souvent cette remarque. Et c'est pour ça que je vais vous rappeler qu'en matière d'immobilier, souvent, une grosse part de votre enrichissement, c'est la capitalisation par le remboursement du capital dans votre crédit immobilier avec le remboursement de la banque tous les mois. Un des autres moyens de s'enrichir avec l'immobilier, c'est la plus-value qu'on va réaliser à la revente, surtout si on achète bien. C'est un des piliers de l'investissement immobilier, c'est qu'il faut bien acheter. C'est qu'une grosse part de l'enrichissement dans l'investissement immobilier se fait à l'achat. Si vous achetez mal, si vous achetez trop cher, vous allez avoir du mal à gagner de l'argent lors de la revente. Si en revanche, vous achetez bien, on le voit, ce n'est pas linéaire, mais les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter de manière continue pour une raison qui est logique et très simple, c'est la dépréciation de la valeur de la monnaie. On le voit, les actifs tangibles, que ce soit l'immobilier, les matières premières, avec, on l'a vu récemment, l'or qui a explosé, avec la valeur des titres en bourse, a tendance à augmenter de manière continue sur des durées longues pour une raison très simple, c'est que la valeur de la monnaie a tendance à se déprécier parce qu'on imprime globalement plus de monnaie. Donc, comme on a le même volume d'actifs, on a plus de monnaie disponible pour la même part d'actifs. Donc, pour acheter les mêmes actifs, il faut plus d'argent, tout simplement. C'est ce qui fait que si vous laissez votre argent sur des comptes faiblement rémunérés, donc je ne parlerai pas de livret A, ça c'est pour les Français résidant en France, mais si vous êtes sur des comptes qui ne rémunèrent pas beaucoup, votre pouvoir d'achat, vous allez avoir plus d'argent demain. Vous avez 100 euros sur le compte aujourd'hui ou 1000 euros sur le compte. Demain, peut-être que c'est placé à 2-3%, vous aurez
1030 euros. Mais avec ces 1030 euros disponibles sur votre compte, vous pourrez acheter moins de choses qu'avec les 1000 euros aujourd'hui. Donc, on a une érosion, tout simplement, de la valeur monétaire. Et c'est ce qui fait aussi que dans l'immobilier, en matière d'immobilier, on a des prix qui, sur des temps longs, ont tendance à augmenter de manière continue, même si on a des phases, des cycles, et qu'aujourd'hui, dans certaines villes, on était dans des cycles légèrement baissiers sur les dernières années. Le troisième pilier d'enrichissement en matière d'immobilier, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Ça, c'est tout simplement quand on est dans des zones où les projets permettent d'avoir des rendements élevés. Et ça veut dire que chaque mois, le loyer que vous encaissez, après remboursement de votre emprunt, tout simplement, il va rester de l'argent. C'est ce qu'on appelle le cash flow disponible. Et là, vous avez un cash qui vous permet directement de réinvestir dans d'autres choses ou d'améliorer votre confort de vie avec plus de revenus disponibles. Je voulais axer cette présentation sur le rendement réel de l'immobilier. Parce que souvent, les gens me disent c'est bien, mais dans l'immobilier, j'ai investi à Paris, j'ai 5% de rendement, ou j'ai 6% en région, ou 7%, on va voir qu'on peut faire plus. Et on me dit, mais par rapport à la bourse, si j'achète un ETF MSCI World sur des durées longues, si vous le savez, si vous investissez en bourse, vous pouvez espérer, on dit la performance future, la performance passée ne présume pas de la performance future, mais vous pouvez espérer sur des temps longs environ 7 à 8% de rendement avec un placement passif. Mais la différence avec l'immobilier, c'est qu'en matière d'immobilier, on a des effets de levier qui sont intéressants du fait du financement bancaire, dont on va reparler après. Et j'ai voulu le chiffrer, en fait, ce levier bancaire. Et j'ai pris des exemples réalistes de ce qu'on a aujourd'hui en capacité de vous délivrer si vous investissez dans l'immobilier en France. À Paris, par exemple, un 20 mètres carrés, clé en main, peut vous coûter à partir de 250 000 euros. Ça dépend, on pourra en reparler après, ça dépendra bien sûr des quartiers. Si vous voulez investir dans le 6e arrondissement de Paris, ça sera beaucoup plus cher que ça. Mais dans certains arrondissements, vous pouvez obtenir un logement d'environ 20 mètres carrés, 250 000 euros de coût tout inclus, pour un rendement d'environ 5%. Ça, c'est un rendement immobilier. On va en reparler après, mais c'est toute la démarche. En LCD, par exemple, à Nice, en location courte durée, vous pouvez obtenir jusqu'à 8% de rendement net de frais de conciergerie. Sinon, c'est triché. Donc, on enlève les 25% que prend la conciergerie pour gérer votre bien, sinon ça ne marche pas. Et vous arrivez à environ 8% de rendement. Et sur des immeubles, par exemple à Lille, un immeuble de rapport avec des locations en longue durée. Donc, la différence, c'est qu'ici, on est en location longue durée, donc des baux d'1 an. Ici, on est en location courte durée, LCD. Okay, on peut obtenir 7% de rendement. Sauf que le rendement dont je vous parle ici, les 4,80, les 8 ou les 7%, c'est des rendements sur le montant du projet immobilier au total. Ce projet immobilier au total, vous allez le financer, on va le voir juste après, avec du levier bancaire et ça va tout changer. Je vous ai mis aussi les plus-values qu'on peut espérer, mais encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Ça dépend de comment va se comporter le marché immobilier. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce qu'on peut espérer, selon moi, quand on regarde les chiffres passés et les tensions sur les différents marchés, c'est ces évolutions de prix en étant conservateur. Ça fait 2% par an à Paris, par exemple, sur les 10 prochaines années. Ou ici, 2% par an sur 5 ans, ça fait 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je finance un projet à 250 000 euros aujourd'hui à Paris, je vais avoir un loyer d'environ 12 000 euros, ce qui fait 1 000 euros par mois. Donc, ça fait un rendement de 4,80%. Avec un apport de 20% environ, je vais vous expliquer après pourquoi 20% en tant que non-résident. Vous allez emprunter 200 000 euros. La banque va vous prêter les 50 000. Enfin, pardon. Oui, non. Vous apportez 50 000. La banque vous prête les 200 000 euros. Et ça vous fait un projet avec un coût d'intérêt sur les 200 000 euros empruntés d'environ 4 600 euros par an. Vous allez comprendre où je veux en venir. Ça, c'est les intérêts que vous allez payer à la banque chaque année si vous empruntez 200 000 euros aujourd'hui avec des taux à 3,5% et une assurance emprunteur à 0,35. Sur le projet à Nice, on emprunte un petit peu plus, 208 000, parce que c'est un projet un peu plus cher. On a 4 680 euros d'intérêt. Sur un immeuble à Lille, où on est sur un projet plus conséquent, 680 000 euros, on a un apport plus élevé de 136 000 euros et on voit qu'on a 12 500 euros d'intérêt par an. En passant, notez que ce que vous payez à la banque, ce n'est pas un coût réel, puisqu'aujourd'hui, avec les différents mécanismes fiscaux, vous allez déduire ce montant d'intérêt de vos loyers imposables, et donc ça va être une fiscalité allégée. En réalité, le coût, il faut garder en tête que c'est à peu près la moitié de ce que vous allez payer à la banque, le coût final. Et là, j'ai complété le tableau. Je vous ai calculé, bon, ce n'est pas une présentation fiscale ou financière, j'ai essayé de vous faire comprendre la mécanique d'enrichissement. Le loyer net d'intérêt, donc c'est les loyers encaissés moins les intérêts que vous payez à la banque, ici, donc dans les trois cases, pour vous montrer un rendement du capital investi.
Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pour vous faire comprendre que si on revient sur la slide d'avant, si vous placez ces 50 000 € de cash que vous avez disponible aujourd'hui sur, par exemple, un ETF MSCI World, parce que vous êtes bien renseigné, ça va vous générer 8% de rendement sur 50 000 €. OK? Si vous placez cet apport-là de 50 000 € aujourd'hui et que vous faites avec le levier bancaire, le rendement net d'intérêt, donc en ayant retiré les frais, enfin les intérêts d'emprunt, c'est 14,80% net d'intérêt sur l'argent investi sur les 50 000 € investis. Voilà. Dites-moi si c'est clair déjà, parce que je voulais vraiment essayer de vous faire comprendre l'intérêt du levier bancaire. Et si vous intégrez maintenant la plus-value à la revente, imaginons qu'on revend dans 5 ans. Rappelez-vous, je suis parti d'une hypothèse assez conservatrice de 2% par an d'augmentation des prix de l'immobilier à Paris. Et je pense qu'on sera peut-être au-delà parce qu'on voit une vraie reprise aujourd'hui. Et bien, ça ferait une plus-value de 25 000 €. Si je la réintègre, le rendement de votre argent investi passe à 25%. Si on est dans des zones avec plus de rendement, Paris, on est à 4,80% de rendement sur le projet immobilier. Si je passe dans des zones où j'ai un rendement, par exemple à 8% ici, bah, tout de suite, on voit que le rendement sur argent investi est démultiplié et le rendement de mon capital explose à 50% de rendement par an. Ici, 40% sur l'immeuble de rapport à Lille. Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? Il y a des forces de frottement fiscaux qui peuvent se calculer. Bien sûr, vous allez avoir une plus-value à la revente qui va être taxable. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que l'enrichissement avec l'immobilier, grâce à l'effet de levier bancaire, aujourd'hui, on a des rendements qui sont dignes de produits exotiques. Parfois, on me parle de produits beaucoup plus exotiques où on va avoir 12% de rendement, par exemple dans le private equity. Moi, j'ai placé un petit peu à travers un fonds qui s'appelle Altaroc dans le private equity et on me vend un rendement espéré de 12% annuel. Voilà. En investissant sur des startups où c'est potentiellement beaucoup plus risqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Moi, je l'ai fait. Je pense qu'il faut diversifier vos investissements en bourse, peut-être dans les matières premières avec l'or pour vous sécuriser, peut-être dans les cryptos si vous avez de l'appétence. Mais ici, dans l'immobilier, le rendement avec effet de levier, il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut croire de prime abord en se disant je vais avoir 5% de rendement, 6%, 7%. En vérité, grâce à l'effet de levier bancaire, si vous pouvez emprunter, et vous pouvez, écoutez, vous allez avoir des rendements qui sont parfois dignes des meilleurs produits d'investissement, tout en ayant la sécurité de l'immobilier qui répond à des besoins fondamentaux, le logement, dans des villes où l'offre de logement est limitée, par exemple à Paris ou à Nice, et donc sur des actifs qui vont conserver de la valeur sur du long terme. Donc le maître mot de cette présentation et de ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est qu'avec l'effet de levier, vous êtes en mesure d'avoir des rendements très importants et donc il faut emprunter si vous investissez dans l'immobilier. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est OK, mais on est expat, comment on va se financer et à quel taux? Et je vais vous répondre tout de suite. Aujourd'hui, vous avez deux façons d'emprunter quand vous êtes non-résident. La première façon, c'est d'aller voir les banques spécialisées pour les expats, BNP pour les non-résidents, ils ont des filiales pour les expats. En général, l'avantage, c'est qu'ils comprennent bien vos dossiers. L'inconvénient, c'est que les conditions et les contreparties demandées vont être élevées. Les conditions et contreparties, aujourd'hui, c'est 30 à 35% de contrepartie. Je parle de contrepartie et pas d'apport, vous allez comprendre pourquoi, du montant du projet total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux investir 200 000 €, la banque va vous demander d'avoir 70 000 € disponibles, ce qui est beaucoup d'argent, pour faire le projet. En règle générale, ce que vous pouvez négocier avec votre banque, c'est de mettre une partie en investissement nanti. Par exemple, vous allez investir à travers un compte titre qui va être domicilié dans la banque. Vous allez pouvoir acheter les actions que vous achetez habituellement ou même des ETF. Vous pouvez acheter du MSCI World, par exemple, sur cet argent investi. Et une partie en apport direct dans le projet. C'est pour ça que je parlais de 20% d'apport. Parce qu'en réalité, en général, si vous négociez bien avec la banque, vous allez mettre 20% d'apport injecté dans le projet, donc de cash injecté, et 15% que vous allez placer sur des titres financiers au sein de la banque. Et la banque va prendre une empreinte, va nantir ces titres financiers. Pourquoi la banque fait ça? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle va vous prendre des frais sur les placements financiers, comme toutes les banques du monde, hein, ni plus ni moins. Donc elle va être gagnante puisqu'elle a des frais. Et le deuxième intérêt pour la banque, c'est que ce cash qui va être placé sur des titres financiers chez elle, si vous ne remboursez pas votre prêt, elle va pouvoir le saisir. C'est l'intérêt du nantissement. Alors que comme vous êtes à l'étranger, pour elle, c'est compliqué de venir saisir des comptes en Chine. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'intérêt pour vous en tant qu'investisseur, si vous faites un montage de ce type-là, c'est que vous allez avoir le rendement du capital sur votre argent investi en bourse, comme vous l'auriez fait sur un compte titre en Chine ou dans d'autres pays. Okay, pas avec des conditions plus défavorables. Le seul désavantage, c'est que c'est peut-être plus coûteux que d'être chez Revolut, par exemple, pour les investissements.
Voilà. C'est des banques traditionnelles, donc elles sont en général plus chères que des banques en ligne. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous faites travailler votre argent, donc les 15% dans mon exemple, à travers un rendement boursier, et vous faites probablement de la bourse aussi, donc finalement, ça ne vous coûte pas plus cher, hein. Au lieu d'avoir des comptes en bourse dans une autre banque, vous les avez ici. Et de l'autre côté, vous avez un levier qui est plus élevé que si vous aviez mis 35% d'apport dans le projet, puisque vous avez mis que 20%. Vous faites travailler votre argent en bourse et vous avez plus de levier de l'autre côté en bourse. Donc ça, c'est les montages que vous pouvez faire. Et les conditions d'emprunt, quand on est expat aujourd'hui, elles sont entre 3,5 et 4% selon les banques et selon comment on négocie, sur des prêts à 20 ans. L'avantage de la France, c'est qu'on emprunte à taux fixe. Donc la mensualité ne va pas augmenter même si l'inflation repart à la hausse. Vos loyers, eux, vont augmenter petit à petit, parce que chaque année, ils sont réévalués. Donc vous allez encaisser plus d'argent et rembourser toujours le même montant à la banque. Et donc vous empruntez sur des taux qui sont très compétitifs au niveau mondial. Nous, on travaille avec des gens avec des clients qui sont expatriés partout dans le monde, et les taux sont vraiment compétitifs quand on est en France à 3,5%. Je ne connais pas les taux en Chine d'ailleurs, mais en général, on est plutôt entre 4 et 6,5 selon les pays dans le monde. Voilà. Une autre façon d'emprunter avec des apports très limités et moins de contrepartie, c'est une façon qui est plus longue, mais qui fonctionne, c'est que vous pouvez ouvrir un compte dans une banque qu'on appelle mutualiste en France. Il y a notamment Crédit Mutuel CIC. Quand vous repassez en France, vous prenez rendez-vous, vous ouvrez un compte, vous ne leur parlez pas de projet immobilier, et en fait, vous allez créer une relation avec cette banque. Ça prend un petit peu plus de temps. Vous lui dites à la banque tout simplement que vous êtes expat en Chine, que vous voulez avoir un compte en France parce que c'est plus simple quand vous revenez en France, que vous voulez avoir des placements pour peut-être votre retour futur, même si vous n'avez pas prévu de revenir, ce n'est pas grave. Et vous ouvrez ce compte, vous avez un compte courant, vous allez payer un petit peu de frais, mais pas grand-chose. Et là, vous créez une relation avec le banquier. Et quelques mois plus tard, 6 mois, 12 mois après, vous dites à votre banquier, en fait, je veux faire un projet d'investissement en France, est-ce que vous pouvez me financer? Et pourquoi je vous parle de Crédit Mutuel ou de CIC? Parce que ces deux banques-là, elles permettent à leur agence bancaire de décider, sans passer par un comité pour des prêts. Alors, elles ont des délégations différentes. Dans certaines zones géographiques, ça va être 500 000 euros, dans d'autres, ça va être 1 million d'euros. Et c'est le directeur d'agence qui va décider de vous prêter et imprimer l'offre de prêt directement dans l'agence. Donc, ce n'est pas du tout comme ça quand on est chez BNP ou LCL ou Crédit Agricole. Donc, si vous créez une relation avec ces banques, vous pouvez ensuite emprunter à des conditions quasiment comme des résidents fiscaux français. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Simplement, c'est sur du temps long. Il faut, quand vous repassez en France, créer une relation. Ne pas leur dire, en fait, je viens parce que je veux tout de suite un prêt immobilier. Et pourquoi? Parce que ces banques-là vont prêter à leurs clients avant de prêter à des entrées en relation. Donc, si vous allez voir le CIC aujourd'hui, vous lui dites, j'habite à Shanghai et je veux investir en France, prêtez-moi. Ils vont vous dire, vous êtes non-résident, vous n'êtes pas client. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Si vous créez la relation, que vous devenez client, c'est un client qui les sollicite. Là, c'est différent, ce n'est pas la même case pour le projet. Et là, ils vont accepter de vous suivre si vous avez une bonne relation avec eux, en général sur des prêts avec des taux, avec des niveaux d'apport d'environ 10%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Il nous reste 15 minutes au complet avec les questions, donc je te laisse gérer. Ok. J'accélère. Voilà, donc on va parler rapidement de la fiscalité France-Chine, puisque c'est une question qui m'était posée. Comment ça se passe si j'ai des biens que je loue en France et que j'habite à Shanghai? Comment ça se passe? La logique, c'est un peu la même dans beaucoup de pays, puisqu'on a des conventions fiscales entre la France et d'autres pays. Ici, la convention fiscale date de 2013, et la logique, c'est la non-double imposition, ce qui veut dire que vos revenus locatifs ne peuvent pas être taxés deux fois dans les deux pays. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, pardon, je vais essayer cette slide. La mauvaise, c'est que quand on dit non-double imposition, ça veut dire que vous allez d'abord payer l'impôt en France sur les loyers. Or, en France, vous n'allez pas payer d'impôt sur les loyers pendant de nombreuses années, avec des régimes qui vont être en général des régimes de location meublée. Alors, la fiscalité est mouvante, on verra ce qui se passera dans les prochains mois. Moi, je ne suis pas très alarmé. Je sais qu'il y a eu des amendements dans tous les sens. En ce moment, c'est la folie fiscale. On a une créativité sans limite à l'Assemblée nationale. Mais je pense que ces amendements ne vont pas passer en grande partie. Il y a des groupes de lobbyistes dont je fais partie avec tous les experts comptables dédiés à la location meublée. Et a priori, ça va rester très favorable. Voilà. On pourra en parler après plus en détail. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui se pratique, c'est que vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus de location meublée en France pendant de nombreuses années avec des mécaniques d'amortissement, de déficit, etc. La Chine va vous imposer en revanche, si vous êtes à Shanghai, à Hong Kong, c'est différent, mais si vous êtes à Shanghai, vous allez payer environ 16% du montant des loyers bruts en impôts. 16%.
Pourquoi? Parce que vous avez un abattement de 20% sur les loyers, donc vous êtes imposé sur 80%, et la fiscalité en Chine, c'est d'environ 20% de ces 80%. OK? Donc 16%, ça reste quand même acceptable. Et à chaque fois que vous allez payer de l'impôt en France, il va être déductible de ce que vous allez payer en Chine, selon la logique de la non-double imposition. Donc si vous payez de l'impôt demain sur des loyers en France, la Chine va vous faire un crédit d'impôt, donc vous n'allez pas payer 16%, mais 16% moins ce que vous avez déjà payé. Voilà la logique fiscale. On pourra en parler plus en détail. Je vais avancer un peu. Bon, si on parle de l'état du marché, il y a plein de lois en France, notamment des lois qui sont passées sur ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique. En gros, pour mettre un bien en location aujourd'hui, il faut que ce bien soit suffisamment efficient en termes de consommation énergétique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut isoler les biens. Ça ne coûte pas non plus des millions d'euros d'arriver à isoler des biens. On peut respecter des standards d'isolation qui sont demandés justement à ce niveau-là pour qu'un bien qui aujourd'hui n'est peut-être pas et ce qu'on appelle une passoire thermique en France, donc n'est pas bien isolé, soit demain parfaitement isolé et soit louable selon la loi. On est sur un marché qui a repris quelques couleurs. Au pic, on était sur 1 100 000 transactions environ en France, 1 150 000. Donc là, on voit qu'on est quand même en baisse. On est sur un marché qui est un petit peu moins liquide que c'était le cas, enfin, que ce qu'on a pu constater il y a quelques années. Mais on est sur un marché où, globalement, le marché immobilier a tendance à reprendre et les taux d'emprunt restent bas, en tout cas pour l'instant. On avait une petite crainte il y a 2 mois parce que la baisse de la notation de la France pourrait entraîner une hausse des crédits, mais pour l'instant, les taux restent relativement bas. Et je vous ai tout à l'heure parlé des zones géographiques dans lesquelles on peut investir. Là, on est sur, par exemple, un projet à Paris. Je vous ai pris un exemple. Ça, c'est un projet très récent qui a été vendu à un client. Donc là, on est sur 35 mètres carrés environ. On finit en projet total à 426 000 euros. Je pourrais vous montrer, si vous voulez passer me voir après, des exemples de projets plus en détail. On est sur une zone qu'on appelle patrimoniale. Qu'est-ce que veut dire une zone patrimoniale? C'est une zone où on n'a pas des rendements très élevés parce que à Paris, limite 6e arrondissement, on est, dans le 15e, on est sur des prix déjà chers à l'achat et donc les loyers ne vont pas rattraper ce coût à l'achat. Ici, on est en région parisienne. On voit un exemple d'immeuble de rapport. Pareil, ça, c'est un projet d'actualité. Plus de 7% de rendement sur un projet budget total, donc beaucoup plus gros, 750 000 euros. On est sur Melun. On est à 40 minutes de Paris. On a une agence d'ailleurs là-bas, physique. On est à 40 minutes de Paris en transport. Et ce sont des zones qui fonctionnent très bien sur la location. On gère beaucoup de l'eau là-bas. Et moi-même, j'ai acheté plusieurs immeubles de rapport dans la zone. Donc, je peux en parler. Donc, c'est un bon compromis entre le rendement et la proximité de Paris en région parisienne. Melun. Je vous ai mis aussi un exemple à Nice, pareil, projet d'actualité, où on a un projet donc sur 2-3 pièces, est-ce que j'ai la surface sur 46 mètres carrés, et on a un projet où là on est sur un rendement brut avant frais de conciergerie, donc il faut enlever environ 25% pour arriver à des rendements nets de conciergerie, et on voit qu'on est sur des rendements après prise en compte de la... Enfin, en prenant en compte le taux de remplissage et des hypothèses réalistes par des conciergeries et en utilisant AirDNA, qui est un logiciel sur tout ce qui se loue réellement sur Airbnb, on arrive à des rendements qui sont très élevés, puisque ici, on va être sur environ 10% de rendement net sur un bien qui est géré par la conciergerie. Voilà. Et ça, on est capable de le faire, et c'est une demande qu'on a beaucoup aujourd'hui sur Nice. Nice, c'est pour moi une des villes qui conjugue le mieux rendement et patrimoine, parce qu'on a un aéroport international, on a des grandes écoles, notamment l'EDEC, qui est partenaire aussi du petit journal, et qui est présent, je crois, enfin qui était présent hier. Et on a bien sûr tous les touristes qui rêvent de Côte d'Azur. Donc, c'est des projets en général que les expats nous demandent pour avoir aussi un pied-à-terre sur la Côte d'Azur par la suite. C'est intéressant. Voilà. J'ai fini pour cette présentation. Je vais peut-être prendre des questions. Si vous voulez prendre un rendez-vous, moi, je suis présent ici ou par la suite avec notamment nos conseillers en investissement. Ça ne vous engage absolument à rien et ça vous permet de faire le point sur votre projet, voir ce qui est réalisable et qu'on vous montre des projets concrets dans les villes qui vous intéressent. Puisque comme là, je l'ai dit, on est présent dans énormément de villes en France, pas que à Paris et à Nice. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est très clair. Il nous reste 7-8 minutes, donc on va prendre peut-être 2, 3, 4 questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Il est disponible sur son stand pendant 3 heures, hein, donc il peut vous recevoir, vous montrer différentes choses. Allez-y, si vous avez quelques minutes, si vous souhaitez. Je vois qu'il y a beaucoup de téléphones portables qui prennent des photos, donc ça semblait intéressé. Qui a déjà investi en France? Déjà, c'est peut-être moi qui vais poser la question, mais... Vous pouvez lever la main? Ouais. Depuis la Chine? Non? Avant de partir? Ouais. Ok. Oui?
Par exemple, vous parlez de l'investissement locatif à Nice, par exemple, donc pour avoir un futur propriétaire. Comment faire avec les... Parce que si on n'achète que pour le locatif, évidemment, on n'a pas besoin de visiter, on achète pour le chiffre. Mais si on achète pour soi, comment faire avec les visites? Parce que nous, on est ici, c'est vous qui faites les visites, j'imagine. Ouais. Mais Ouais, bien sûr. Bah, nous, on a même des gens qui sont en France et qui se déplacent même pas en fait pour acheter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Google Street View, vous voyez toute la vue, vous avez la carte, vous voyez où vous êtes dans Nice. Et nous, on a des, comme je vous l'ai dit, on a vraiment des experts locaux. L'équipe, elle est répartie sur le territoire. Donc là, en l'occurrence, c'est avec un chasseur lillois, niçois, pardon, niçois. Et donc, c'est lui qui va vous guider et vous montrer tout. Il peut également vous faire des mêmes visites en visio, enfin tout ce que vous voulez en fait. On va utiliser toute la technologie disponible. vous avez quelqu'un qui lit les annonces. Ah oui, bien sûr. Qui travaille aussi avec toutes les agences locales pour avoir les opportunités en amont et avoir des choses intéressantes. Ouais. Tu l'as peut-être dit au début, combien de salariés vous avez, combien Ouais. vous êtes, parce que vous avez bien grossi, donc c'est important aussi. Ouais, on est environ 150 répartis sur le territoire français. Donc on a des gens dans toutes les villes globalement qu'on couvre. Donc si vous me demandez une ville où on n'est pas, je ne pourrais pas vous mettre quelqu'un, mais toutes les villes que je vous ai mis sur la carte, on a des personnes locales qui sont des gens, ils ont l'accent du nord à Lille, l'accent du sud dans le sud, enfin voilà, on a vraiment des gens locaux qui vont vous guider. Moi, je ne connais pas Nice, par exemple, je ne pourrais pas vous dire, enfin, j'y suis allé quelques fois, mais je ne pourrais pas vous dire cette rue est bien, celle-ci non. Mais nos experts, ils peuvent. Ouais. Et du coup, le fonctionnement que je n'ai peut-être pas dit, donc comment ça marche si vous souhaitez demain lancer un projet avec nous, vous faites un rendez-vous qui ne vous engage à rien. Si vous souhaitez, vous nous mandatez, c'est gratuit, donc ça, vous ne payez même pas à ce moment-là. Et là, on chasse pour vous. Donc là, vous êtes en lien avec nos experts locaux qui vont chercher des biens en fonction de votre projet. Et nous, on est rémunérés au moment où vous devenez propriétaire et à la signature de l'acte authentique, en fait. Donc, on a des intérêts alignés. Si vous n'achetez pas, ce qui n'est pas notre but, bah, on aura travaillé pour rien. Voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'on trouve des choses qui vous plaisent et qui correspondent à vos critères. Et vous, ça vous sécurise, puisque bah, si lors de la visite, vous dites bah, non, je ne veux pas ce projet, vous n'avez évidemment aucune, je dis quand même, aucune obligation d'acheter. C'est vous qui décidez de tout. On a aussi donc, des architectes d'intérieur dans l'entreprise. Architectes, on en a un aussi, et on travaille quand on a besoin avec des archis. Et c'est plutôt de la rénovation d'intérieur qu'on fait pour suivre les travaux pour vous en fonction de vos souhaits. On écoute le client. On va vous guider, vous dire bah, pour de la location, ce serait bien de mettre par exemple une douche plutôt qu'une baignoire. C'est un exemple qui est nul. Mais si vous dites bah, moi je veux absolument une baignoire parce que plus tard, peut-être que je vais revenir, on vous écoute. C'est votre projet. Et donc on fera ce que vous voulez en fait. Voilà. J'ai juste ajouté quelque chose. Moi, je travaille au petitjournal.com, je suis associé, donc le média qui organise ces conférences. Et en fait, on travaille étroitement et historiquement avec Manuel et Investissement Locatif en exclusivité. C'est-à-dire que si vous allez sur le site petitjournal.com, on va parler uniquement d'investissement locatif parce qu'on sait qu'ils travaillent bien. On travaille avec eux toute l'année, on fait régulièrement des conférences, on a un retour très positif. Donc, je voulais juste le préciser aussi. C'est vraiment un partenaire fidèle avec lequel on travaille. On le fait rarement en exclusivité, mais sur l'immobilier, on fait avec toi. Donc, merci. Il vient d'ailleurs exprès à Shanghai pour vous parler et vous voir. Donc, ça montre clairement sa motivation. Non, en matière d'immobilier, on est sur des temps longs, donc c'est important, pour moi, je pense, c'est important d'avoir une vision long terme sur votre projet IMO et aussi sur peut-être les partenaires avec qui vous allez travailler. Après, c'est aussi possible d'investir tout seul, je le dis quand même. Moi, j'essaie de pousser pour l'IMO parce que je suis passionné et je crois qu'il faut le faire. Vous pouvez aussi le faire tout seul. À un moment, vous revenez en France. Simplement, il faut essayer de prendre le temps de bien se renseigner et se former pour ne pas faire des bêtises, quoi. Vous n'êtes pas obligé de déléguer. Ça, c'est un point important. Voilà. Oui. Et vous faites la gestion du bien après l'achat? Ouais. Alors, nous, on gère des biens en longue durée. Tout à fait. On gère 2000 appartements. Donc, on gère en longue durée. La gestion courte durée, on ne la fait pas. Donc, on vous conseille des conciergeries, mais c'est encore un autre métier. C'est quasiment de l'hôtellerie, quoi. Donc, ça, on ne le fait pas. Donc, si vous investissez en courte durée, on pourra vous recommander des agences de gestion courte durée. Et si vous êtes en longue durée, on pourra gérer vos biens. Tout à fait. Oui. En fait, vous avez bien marqué le CIC. C'est dans n'importe quel CIC en France. Oui. En fait, l'année dernière, nous sommes renseignés chez Crédit Monnaie. Oui. On ne peut pas prendre votre fiche d'imposition en Chine parce que ça n'affiche pas votre revenu. Parce que selon notre formule, ça n'affiche pas seulement des sommes d'imposition. D'accord. Dans ce cas-là, on ne peut pas prendre votre dossier d'imposition comme dossier favorable. Notre revenu, c'est pourtant
Oui, bien sûr. Alors, les agences pour les non-résidents vont être capables de le faire. Il y a deux choses, il y a deux parcours. Soit vous allez avec un projet voir une agence non-résident, elles vont vous demander plus d'apports et de contrepartie. Ce que je disais, c'est la solution la plus classique pour les expats. CIC, je ne l'ai pas cité comme ça. J'ai dit, vous allez ouvrir un compte au CIC sans leur parler de projet immobilier. Ah, et donc ils n'ont pas voulu vous ouvrir de compte? D'accord. Ah, donc après, ils vont être plus en mesure de vous financer. Ouais, bien sûr. Bah, après, si, ils sont capables ils sont capables de gérer. Alors, CIC en particulier, je ne sais pas pour la Chine. Là, vous me posez une colle. C'est spécifique, la CIC Chine. Je pense qu'ils sont en mesure de vous suivre par la suite. Mais pour la Chine spécifiquement, honnêtement, je ne sais pas. Au début, les banques disaient oui, c'est possible, mais quand il a vu. Ok. En fait, non. Ce qu'il faut, c'est peut-être faire une attestation. Ce qu'il faut, c'est faire traduire. Je pense que vous pouvez. Vous avez fait traduire le contrat de travail, etc. Et le contrat de travail, vous l'avez traduit? Ok. Bon. Ok. Bah, je creuserai ce point précis. Ouais, vas-y. En fait, c'est pas la peine que tu répondes. Vous avez évoqué un rendez-vous de conseil. Pourriez-vous nous communiquer les coordonnées d'une personne avec laquelle s'entretenir à Shanghai? Donc, je vais te donner ton mail. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.